Bonjour, je suis Claire Gagnère et dans ce podcast, nous allons parler d'écoles alternatives, actives ou encore holistiques. Autant de noms nouveaux qui font appel à un mode d'éducation, on l'a compris, différent de l'école traditionnelle ou classique, comme nous l'avons pour la majorité d'entre nous connue. Là, en tout cas, on peut bien dire que c'est une école spéciale. Dans mon parcours de maman de 3 enfants et de femme d'entreprise, il me semble important d'agir pour demain. C'est pourquoi j'ai fondé l'école Olysée à Saint-Germain-en-Laye. Une école, vous l'aurez compris, alternative, ouverte à tous, mêlant maternelle et primaire. Moi, j'apprends à vivre avec d'autres personnes, à être avec des enfants et être avec les plus petits. Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce mode d'éducation, chaque mois, j'invite à ce micro des experts avec qui nous aborderons des sujets de fond pour mieux comprendre cette nouvelle approche de l'apprentissage qui font de plus en plus d'adeptes. Bienvenue dans le podcast Olysée, une école pour la vie. Bonjour à tous. On parle de plus en plus d'écoles inclusives. Entendons par là des écoles ouvertes à tous, prenant en compte la singularité de chacun et n'excluant personne. Car la mission de l'école est de ne laisser aucun élève au bord du chemin. Et les choses vont plutôt dans le bon sens. Depuis la loi du 11 février 2005, qui vise à introduire le concept d'école inclusive pour réduire les inégalités et favoriser la réussite de tous à l'école, le nombre d'enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire a augmenté. Concrètement, cela signifie que tous les acteurs doivent s'engager dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Mais qu'en est-il aujourd'hui réellement ? L'accueil de tous les enfants est-il vraiment favorisé dans tous les établissements scolaires ? Et que serait une école parfaitement inclusive et collective où chacun trouverait sa place ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités à ma table. Juliette Speranza. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes enseignante et écrivez une thèse sur les normes scolaires et la neurodiversité. On va parler de la neurodiversité tout à l'heure. Muriel Mauguin, bonjour. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes directrice des études de l'INSHEA, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. C'est ça ? Reprenez votre souffle. Oui. Maître de conférences en droit et vous travaillez sur la question du droit à l'éducation. Et notre 3e invitée, Tania Ricci. Bonjour Tania. Vous êtes psychologue de la plateforme Petite Enfance et Handicap Egaldia et enseignante en psychologie de l'enfant et dans le domaine du handicap. Oui, bonjour. Alors, l'handicap à l'école, quel constat ? Juliette, je m'adresse à vous. Vous avez créé donc l'association La Neurodiversité France, qui rassemble familles et professionnels de tout horizon, dans le but de valoriser la diversité des intelligences. Et vous êtes aussi l'auteur de L'échec scolaire n'existe pas, aux éditions Albin Michel. Livre que je recommande à tous les parents et tous les jeunes adultes. Pour commencer, dites-nous en quelques mots ce qu'est la neurodiversité. Cela se rapproche de ce qu'on appelle l'école inclusive ? Ça va bien au-delà de l'école inclusive. La neurodiversité, en fait, c'est un mot qui a été inventé à la fin des années 90 par une sociologue qui s'appelle Judy Singer et qui désigne la diversité des intelligences et qui désigne aussi les mouvements sociaux de personnes autistes en particulier qui ont revendiqué leur droit à une vie digne et à un accès à la vie scolaire, sociale, professionnelle, égal au reste de la population. Et le concept de neurodiversité est pour moi une donnée essentielle à prendre en compte en pédagogie, mais pas uniquement. Voilà, mais en pédagogie, évidemment, voir l'éducation par le prisme de la neurodiversité, ça
permet, ça incite à envisager l'enfant, quelles que soient ses spécificités physiques, corporelles ou cognitives, psychologiques, à le percevoir comme un être éducable, comme on dit dans les sciences de l'éducation, et à lui offrir l'éducation la plus adaptée possible et la plus près possible de ses besoins et de ses appétences. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, il est possible d'accueillir tout type d'handicap dans l'école ? Alors, dans l'école telle qu'elle est, dans l'école ordinaire, oui, c'est le terme qu'on utilise. Dans les faits, vu l'école qui est proposée, on va dire actuellement, non. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et on peut le constater à l'étranger, en particulier en Italie. Mais clairement, au niveau de sa structure, et j'insiste beaucoup aussi sur la culture de l'école, parce que je pense que c'est important, au niveau de sa structure et de sa culture, l'école ne permet pas actuellement l'accueil de tous les enfants. Parce que vous êtes enseignante, n'est-ce pas ? Oui. Et alors, justement, quelle est la place qu'on accorde à ces enfants, finalement, atypiques à l'école ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est un enfant atypique ? Est-ce que c'est un mot qu'on peut employer ? Alors, oui, c'est un mot qu'on peut employer parce que, alors là, vous soulevez une question qui est assez complexe. Alors, je vais essayer d'en parler de manière synthétique. En fait, les enfants qu'on appelle les enfants atypiques, c'est les enfants qui sont concernés par un trouble, donc un trouble 10, TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou qui vont être, par exemple, haut potentiel, autistes, etc. Mais en fait, la frontière entre un enfant atypique et un enfant neurotypique, comme on dit, donc un enfant entre guillemets normal, elle est quand même assez floue. Donc, les enfants atypiques, si vous voulez, vont être discriminés, à mon sens, suivant leur proximité avec la norme, suivant leur capacité à se camoufler, à s'adapter, à montrer patte blanche pour montrer au système qu'ils sont à peu près valides, entre guillemets, à peu près normaux. Donc, pour certains enfants, ils vont être clairement exclus du système, soit non scolarisés, soit scolarisés dans des dispositifs ou des structures qui sont externes à ce qu'on appelle l'école ordinaire. Et puis, il y a une forme aussi selon moi, de discrimination implicite qui va faire sentir à ces enfants qui sont pas normaux, qui sont en dehors des clous. Et ça peut aller assez loin, parce que c'est aussi, pour moi, à mon sens, donc cette méconnaissance des enfants atypiques, de la neurodiversité, pour moi, c'est un facteur non négligeable de harcèlement scolaire, d'échec scolaire, de phobie scolaire. Donc voilà, c'est vraiment des enfants qui peuvent être, ça peut aller de l'exclusion totale du système, une exclusion partielle, et puis une exclusion implicite, mais qui les fait souffrir tout au long de leur scolarité. Et est-ce que vous diriez que les enseignants sont assez préparés ou formés à accueillir dans leur classe des enfants justement atypiques, ou est-ce que là, il y a aussi quelque chose à faire, à améliorer ? C'est très, très hétérogène. En fait, ce qu'on constate quand même, c'est que les enseignants qui sont sensibilisés aux enfants, à la diversité des profils, et qui ont aussi de l'expérience de s'y adapter, vont être quand même dans des conditions, vont être plus aptes, évidemment, à réagir, à s'adapter aux enfants, et à ne pas se braquer aussi face à ces enfants qui peuvent parfois leur sembler s'opposer, être dans une posture d'opposition alors que c'est pas du tout le cas, ou leur sembler ne rien comprendre alors qu'ils comprennent autrement. Donc pour moi clairement, il y a un enjeu de formation et de sensibilisation à faire. Et on manque aussi, voilà ce que je voulais dire, on manque aussi beaucoup d'effectifs, parce qu'ils sont quand même assez seuls, les enseignants, par rapport à ces situations-là. Quand on a, par exemple, 30 enfants, et donc on n'est pas formé, évidemment, mais même si on est formé, on est un petit peu désemparé pour prendre en compte, et qu'on a aussi des programmes à suivre, des programmes très stricts, pour prendre en compte leur diversité. On est un petit peu seul aussi. Démunis. Voilà, démunis. Oui, donc il y a la formation et le nombre d'enseignants, les moyens aussi, voilà. Alors vous avez écrit donc un livre qui s'appelle « L'échec scolaire n'existe pas ».
Donc c'est un vrai manifeste. Alors selon vous, que manque-t-il aujourd'hui à l'école en termes d'outils, de supports, de méthodes, et pourquoi l'échec scolaire n'existerait pas? Bon alors, du coup, je réexplique le titre. Donc, l'échec scolaire n'existe pas. Donc, parce que pour moi, en fait, on attribue aux enfants un échec qui est en fait celui de l'école. Parce qu'en fait, je pense que ce qu'on attend aujourd'hui, ce qu'on devrait attendre de l'école aujourd'hui, ce n'est pas de créer, de produire des enfants valides, productifs. Enfin, je dis valide, j'utilise beaucoup ce mot parce que c'est aussi un mot qui est employé dans le monde du handicap. Donc, j'insiste dessus, mais c'est aussi ce qu'on attend d'un élève. On essaye de le rendre valide, apte à produire quelque chose pour la société. Alors qu'en réalité, la société évolue de telle manière à ce qu'aujourd'hui on va attendre de l'école, c'est qu'elle accompagne chaque enfant et qu'elle l'accompagne dans un épanouissement en accord en fait avec ce qu'il est, et puis évidemment qu'il apprenne aussi à vivre avec les autres, à construire sa vie, mais il peut pas le faire en étant en permanence contrarié, contrarié au sens fort du terme. Donc voilà, pour moi, on attribue à ces enfants un échec qui est en fait l'échec de l'école, qui dès le plus jeune âge en fait leur reproche d'être ce qu'ils sont, les met en situation d'échec, de souffrance, et voilà. Donc pour moi, voilà, c'est l'école qui ne réussit pas, qui ne remplit pas son rôle par sa structure et par sa culture. Alors, vous faites bien aussi de parler dans votre question du terme de méthode, parce que en fait, je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte de cette obsession de la méthode, parce que justement, quand on parle de neurodiversité, la neurodiversité, c'est quelque chose d'infini. On ne peut pas placer les enfants, à mon sens, dans des cases, dans des catégories, même si, évidemment, des diagnostics, des profils d'enfants, ça aide. Ça aide les enseignants et toute l'équipe pédagogique à accompagner les enfants. Mais il ne faut pas se fier à une méthode et penser que cette méthode-là va permettre à l'enfant d'apprendre mieux, d'être mieux, parce qu'en fait, chaque enfant a des besoins très spécifiques. Enfin, voilà, je pense que tout le monde le sait, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on rapproche cette évidence-là des enjeux pédagogiques. Donc pour moi, il n'y a pas une méthode, il y a une posture que j'appelle réactive. Enfin voilà, c'est mon terme à moi, mais je pense que d'autres trouveront leur propre terme. Mais moi, j'appelle ça la posture réactive. C'est une posture d'ajustement permanent, et puis aussi une aptitude, une capacité à être dans le moment présent avec l'enfant, et c'est-à-dire à tout le temps être à l'affût d'un intérêt particulier, d'un besoin particulier, pour pouvoir réajuster en permanence son enseignement. Il faut avoir les conditions. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pas évident. On est d'accord, mais voilà, moi je pose l'idéal, et après voilà, on essaie de construire une école qui va dans ce sens-là. Et puis par rapport aux outils, je pense que là, pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit une question de moyens, c'est plutôt une question justement d'ajuster en fait ces outils-là aux besoins individuels des élèves. Je prends par exemple le numérique, on voit encore des enfants qui auraient besoin de supports numériques qui n'en ont pas. Et on voit par contre des enfants ou des écoles où on va être inondé de tablettes ou d'activités numériques alors que ce n'est pas forcément indispensable. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi un réajustement à faire et un gros travail, je réinsiste là-dessus, mais à mon sens, c'est indispensable vraiment sur la culture, sur le questionnement en fait de l'institution. Enfin, il faut que l'institution se questionne et que la société entière se questionne sur le rôle de l'école, sur pourquoi on mène nos enfants à l'école, ce qu'on doit leur apporter. Et pour en revenir à la question du handicap et des discriminations, pourquoi un enfant qui aurait un profil différent, qui aurait un handicap, et encore, un handicap à l'école parfois n'est pas un handicap aussi à la maison, dans certains cas, devrait être mis hors de la société. C'est intéressant parce que lors de notre précédent podcast, on a parlé justement de la finalité de l'école. Et là, on voit bien qu'on n'est pas, on comprend pas très bien en fait finalement la finalité de l'école, et elle n'est pas la même pour tous. Et du coup, est-ce que vous diriez que ça expliquerait peut-être qu'il y ait de plus en plus d'écoles dites alternatives justement qui essayent de sortir du système classique pour être peut-être plus proche effectivement de chaque enfant. Est-ce que ça pourrait expliquer le boom qu'il y a d'écoles alternatives? Oui, tout à fait. Je pense que ça, pour parler un peu trivialement, je pense que ça explose à la figure de certains parents
qui se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que cette école publique est en train de faire à mes enfants, et qui les sortent. Mais c'est dramatique dans un sens, même si c'est très bien que certaines personnes le fassent, mais c'est dramatique qu'on soit obligé de faire ça et de construire ces écoles-là pour pallier finalement les défaillances de notre institution. Et puis aussi, ça va être c'est vecteur forcément d'inégalité sociale, puisque au bout d'un moment, tous les enfants de classe aisée vont pouvoir se retrouver dans des écoles plus adaptées, plus ouvertes, plus flexibles, et qui feront forcément des citoyens plus épanouis et ayant plus de confiance en eux, et même un bagage au niveau des connaissances plus grand, parce que je crois qu'au niveau de l'institution, on se trompe complètement sur la façon d'apprendre, et que les enfants qui sont en école alternative, pour moi, vont beaucoup plus vite. Oui. Donc c'est sûr que ça va être... mais c'est révélateur, effectivement, de cette prise de conscience, et certains parviennent à s'en sortir comme ça, et puis d'autres se retrouvent un petit peu impuissants. Et alors, dernière question, Juliette, est-ce que dans ces écoles alternatives, justement, on voit que beaucoup d'enseignants en fait, de l'école nationale classique se tournent aussi, ont envie d'aller vers l'éducation alternative, parce que justement, ils se sentent plus à l'aise avec l'enseignement classique, et ont envie d'enseigner différemment, et donc du coup sont obligés de sortir, eux aussi, finalement, de l'éducation normale pour aller vers ces écoles alternatives. Donc, est-ce que vous sentez, vous aussi, que de plus en plus d'enseignants ont envie d'enseigner différemment, et comme ils ne peuvent pas le faire au sein de l'éducation nationale, sortent et partent dans ces écoles alternatives? Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça d'enseignants Un mouvement, en tout cas moi, dans les retours que j'ai eus depuis la publication de mon livre, j'ai eu beaucoup de retours d'enseignants. Alors, certains qui quittaient l'éducation nationale pour les raisons que vous citez, donc c'est flagrant qu'il y a une grande frustration, une grande tristesse de la part des enseignants qui... Voilà, on parlait de la souffrance des élèves, mais les enseignants sont en souffrance, parce qu'évidemment, ils se rendent bien compte qu'on fait fausse route, et qu'on les met dans des... Les enseignants parlent souvent d'injonctions contradictoires, mais c'est complètement ça. On leur demande d'être bienveillants, mais en même temps, il faut suivre la cadence, il faut gérer 30 petits en même temps. Enfin, tout est complètement de différencier. Donc, s'adapter aux élèves à besoins particuliers, mais en même temps, il faut encore une fois suivre le rythme, que tout le monde avance. Et donc, du coup, les enseignants je crois qu'il y a une grosse, sans vouloir reprendre un terme qui banal, mais c'est ça, il y a une grosse perte de sens par rapport au métier d'enseignant. Donc oui, clairement. Après, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se sentent un petit peu piégés dans leur... Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas non plus. Il y a de plus en plus de démissions, mais je crois que c'est rien. C'est par rapport au nombre d'enseignants qui aimeraient franchir le pas, mais qui n'osent pas trop, pour des raisons personnelles, financières, et puis des raisons peut-être éthiques aussi, pour rester dans l'enseignement public, pour être là pour tous les enfants aussi. Voilà, je pense que... Mais il faut vraiment que les enseignants soient écoutés. Oui. Merci beaucoup, Juliette. On reviendra tout à l'heure en fin d'émission sur d'autres questions. Donc maintenant, je m'adresse à Muriel. Donc Muriel, vous êtes directrice des études, donc je redis, de l'INSHEA. Alors, comment accueille-t-on un enfant handicapé pour qu'il s'insère dans le milieu scolaire, Muriel? Alors justement, on ne peut pas poser la question comme ça si on se place dans une perspective inclusive, puisque dans une perspective inclusive, on ne va pas essayer d'insérer un enfant dans le système en essayant de le rapprocher de la norme. Ça, c'est la démarche en fait qui caractérisait ce qu'on appelle la politique d'intégration scolaire, où on mettait en avant la scolarisation en milieu ordinaire pour les enfants en situation de handicap, mais pour les seuls enfants en mesure de répondre aux attentes de l'école. Donc, c'était conditionnel. Dans une perspective inclusive, en fait, comme vous l'avez dit, l'école, elle a vocation à accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques individuelles, sociales, leurs aptitudes, leurs besoins. Et c'est, comme Juliette le disait, c'est à l'école de s'adapter. Donc l'effort, il doit être fait du côté de l'école. Il y a une phrase d'un rapporteur spécial des Nations Unies sur le handicap que j'aime bien, il s'appelle Ben Lindquist, il dit « Ce ne sont pas nos systèmes éducatifs qui ont droit à certains types d'enfants.
c'est le système scolaire d'un pays qui doit être adapté pour répondre aux besoins de tous les enfants. Et comme vous l'avez dit, en fait, cette conception-là, elle apparaît bien dans le code de l'éducation, dans les principes, mais ça exige une réelle transformation du système scolaire et on en est loin pour l'instant. Oui, parce que l'école finalement, c'est l'école de la République, hein, c'est bien ça, c'était de donner l'égalité des chances à tous. Et on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, il y a encore du travail. Alors, on constate quand même que 2 fois plus d'élèves en situation de handicap ont été scolarisés en milieu ordinaire. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a retrouvés donc, depuis 2006. Alors, c'est une belle progression. Est-ce qu'on rattrape notre retard par rapport à d'autres pays et c'est une progression, mais j'imagine que vous allez me dire que c'est pas assez, bien sûr. Alors, par rapport à ces chiffres, c'est évident, je ne vais pas les relativiser. En termes quantitatifs, c'est indéniable qu'il y a eu des progrès. Mais il faut quand même être un petit peu prudent avec ces chiffres. D'une part, dedans, il y a des enfants qui, avant, ne relevaient pas du champ du handicap, des élèves 10, par exemple. Oui. Ces chiffres, en plus, ils ne nous disent rien sur la qualité de l'expérience scolaire. Ces chiffres aussi, en fait, ils englobent des enfants qui vont être scolarisés que quelques heures, une demi-journée. Et puis, ce qu'il faut aussi bien rappeler, c'est qu'il y a effectivement cette augmentation des effectifs, donc des enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. Et pourtant, à côté, il y a toujours autant d'enfants scolarisés en milieu spécialisé, dans des établissements. Donc, il faut avoir ça en tête. Après, le comparatif, c'est toujours compliqué parce qu'il y a tellement de paramètres différents d'un pays à un autre. Si on compare par rapport à la Finlande, bon, évidemment, c'est pas du tout la même structure administrative, pas la même organisation, pas les mêmes moyens, la même taille de pays. Et puis, aussi, en fait, ce qu'on remarque au niveau européen, c'est que les États n'ont pas tous la même définition des besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est vraiment très compliqué de comparer les données. Bon, par rapport à la France, c'est vrai qu'on peut néanmoins dire que la multiplication des mesures ces dernières années vont vraiment dans le sens, en tout cas, révèle qu'il y a une volonté de transformation. Ça, c'est indéniable, mais on pourra répéter qu'évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour arriver à l'idéal d'école inclusive. Alors tout à l'heure, je posais la question à Juliette sur les enseignants qui doivent accompagner ces élèves ou ces enfants à besoins particuliers. Ma question, c'était est-ce qu'il faut les former davantage ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la formation en fait de ces enseignants ? Alors là, on est de toute façon d'accord que la formation, c'est une condition de réalisation de l'école inclusive. Mais c'est pas le plus. On a trop tendance à dire, quelle solution, c'est la formation. Il faut que ce soit, et Juliette l'a dit aussi, je crois, que ce soit que la formation, de toute façon, concerne toute la communauté éducative. Alors évidemment, les enseignants, à tous les niveaux, au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Alors depuis 2013, il y a bien dans le Code de l'éducation la nécessité d'avoir un module de sensibilisation sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais en fait, on a constaté que dans les instituts de formation, donc les SP, qui sont devenus INSPE, les instituts de formation pour les enseignants, nous, on avait fait une enquête comparative à l'INSHEA. Donc, on avait un peu sondé sur le territoire. On a vu qu'il y avait entre 6 heures dans certains lieux jusqu'à 24 heures dans les cursus. Donc, ce qui semble quand même ridicule dans la formation d'un enseignant. Alors, 6 heures, on ne fait pas grand-chose quand même en 6 heures. Alors évidemment, ça peut être complété. Puis dans la formation, de toute façon, dans le référentiel des métiers, il y a la différenciation pédagogique. Donc il ne faut pas forcément se focaliser sur des choses très spécifiques. Et puis il y a la formation continue. Sauf que la formation continue, ça relève d'une démarche volontaire de l'enseignant, que ce n'est pas obligatoire. Donc là, il faut renforcer la formation initiale. C'est en cours. Le ministère de l'Éducation nationale a adopté en 2020 un nouveau cahier des charges pour la formation du métier du professorat, en imposant d'avoir au moins 25 heures en formation initiale sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais bon,
de toute façon, ça doit être partout, dans tout le cursus, ça doit être transversal, cette question notamment de la différenciation pédagogique. Et puis, il ne s'agit pas de former des spécialistes du handicap, mais de permettre de penser le métier autrement et puis de savoir sur quelles ressources on peut s'appuyer. Parce que l'enseignant, il n'est pas seul. Alors évidemment, on pense aussi aux AESH qui doivent être formés et dont le métier doit être revalorisé. Donc AESH, c'est... Les accompagnants des élèves en situation de handicap. D'accord. Il y a aussi des professionnels ressources, des personnes ressources. Par exemple, dans le cadre du 4e plan autisme, l'Éducation nationale a créé 101 postes de professeurs ressources sur les troubles du spectre de l'autisme. Et puis une organisation inclusive, en fait, ça doit partir de l'équipe de direction, qui elle aussi doit être formée. Idéalement, on doit avoir des actions de formation conjointes aussi avec des personnels du secteur social et médico-social pour créer vraiment une culture commune de l'éducation inclusive. Alors, juste avant d'ouvrir notre débat, on a parlé entre nous en off de comment est-ce que les enfants qui n'ont pas de handicap vivent avec des enfants qui ont des handicaps dans la même classe et l'enrichissement mutuel que ça peut apporter. Est-ce que vous croyez effectivement que c'est un enrichissement pour les deux enfants, ou est-ce que c'est plus pour un que pour l'autre? Qu'est-ce que vous pensez quand on arrive à avoir une école inclusive, une classe inclusive? Être dans une classe qui ressemble le plus possible à la société, à sa diversité, je pense que ça ne peut être que riche. Après, en plus, moi, comme juriste et qui suis beaucoup tous les contentieux des parents, d'abord aller dans le sens de toute façon, l'école inclusive, oui, c'est d'abord pour respecter le droit à la scolarisation pour tous, mais moi, comme mère... avec des enfants qui ont toujours été scolarisés, alors souvent avec des enfants autistes, je vois que c'était d'une grande richesse. Et moi-même, comme j'ai des expériences d'enseignement en dehors de l'enseignement universitaire, notamment aux États-Unis, dans une école française, je voyais que les enfants étaient une grande ressource pour accompagner les enfants avec des besoins spécifiques, quoi. C'était vraiment... et que ces enfants-là, de toute façon, effectivement, si aujourd'hui on a du mal avec l'école inclusive, pour eux, ce sera totalement naturel, quoi. Donc c'est là où je pense qu'il y a un espoir, c'est vu que de toute façon, les enfants avec des besoins spécifiques sont quand même dans des conditions difficiles, sont déjà à l'école. Nos enfants, quand ils vont grandir, pour eux, ce sera totalement naturel d'avoir une société qui accepte tout le monde. Et est-ce qu'on peut accueillir tout type de handicap à l'école ? Alors là, la philosophie de l'école inclusive, justement, implique qu'on peut répondre que par l'affirmative. Parce que ça reviendrait sinon à poser des conditions à l'accueil des enfants. Dire oui, tous les enfants, mais pas tous, il ne faut pas pousser quand même. Et puis sur quels critères, à partir de quel seuil? Donc là, moi je pense tout de suite à un article de Serge Thomasé, donc, qui a écrit beaucoup sur l'éducation inclusive. Et son article s'appelle « L'intégration a des limites ». Pas l'école inclusive. Alors après, ça renvoie à la question, est-ce réaliste et à quelle école, de quelle école parle-t-on? Si on pense à notre système scolaire qui est quand même largement fondé sur un modèle élitiste compétitif, c'est évidemment pas réaliste. Ouais. Donc pour l'instant, ça reste une utopie vers laquelle on doit tendre. Et d'ailleurs, on parle beaucoup d'ambition inclusive. Alors, cette question, ça renvoie donc à ce qu'on attend de l'école, et notamment ce qu'on attend de l'école pour les élèves en situation de handicap. Est-ce que le droit à la scolarisation, c'est juste un droit d'accès à l'école? Ou est-ce qu'on attend autre chose? Est-ce que c'est pour la participation sociale? Est-ce que c'est pour l'accès aux apprentissages? Et ça renvoie aussi justement à l'exemple italien. C'est un peu la critique qu'on peut faire du modèle italien, qui est souvent cité en exemple parce que depuis les années 70, en fait, il y a un modèle de désinstitutionnalisation et d'accueil à l'école de tous les enfants, même des enfants polyhandicapés, mais avec
quelle ambition? Est-ce que c'est juste pour qu'ils soient là dans la classe ou c'est pour qu'ils aient accès aux apprentissages? Donc, pour revenir à votre question, il va de soi que si un enfant a des besoins lourds et complexes, il faudra une adaptation du cursus, des aménagements, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens pédagogiques, avoir l'accompagnement de plateformes de services. Donc voilà, l'école inclusive, ça demande beaucoup de ressources et on ne peut pas se contenter juste du principe de non-discrimination. Ça implique quand même des investissements assez considérables. Alors, même question que j'ai posée tout à l'heure à Juliette. Est-ce que, puisque la série de podcasts est aussi autour de l'éducation ou les écoles alternatives, est-ce que vous pensez qu'elles sont plus ouvertes sur le sujet de l'inclusion? Alors, ça dépend évidemment de la philosophie qu'elle porte, mais j'imagine qu'on parle d'écoles qui ont au cœur de leur projet l'enfant, sa singularité, la différenciation pédagogique, des petits effectifs, des moyens humains, un recrutement spécifique des équipes, une place des parents qui n'est pas toujours évidente dans les autres écoles. Donc ça, en fait, c'est toutes les conditions qui sont favorables à la mise en place de pratiques inclusives. Mais là, je rejoins Juliette, l'école inclusive, ça doit être l'école pour tous, l'école de la République, accessible à tous et partout, sur tous les territoires. Merci Muriel, c'est passionnant, on pourrait parler des heures sur ce sujet. Donc maintenant, je me tourne vers Tania. Alors Tania, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans le champ du handicap. Vous avez travaillé dans plusieurs institutions médico-sociales accueillant des enfants extraordinaires. Et il y a 2 ans, vous avez intégré la plateforme d'accompagnement Petite Enfance et Handicap, Egalia, de l'association Crescendo du groupe SOS. Donc la plateforme, si j'ai bien compris, accompagne 50 enfants, mais vous allez nous expliquer comment ça marche, qui sont accueillis dans les crèches de Crescendo. Et là, les pathologies lourdes se mélangent avec les enfants valides. Donc, vous avez parié sur une vraie mixité. Mais expliquez-nous comment fonctionne cette plateforme. Alors, la plateforme a été créée par ma chef de service il y a 2 ans, à peu près, début 2019. Donc, Sandrine Delpeux était à l'origine directrice d'une crèche inclusive de l'association Crescendo, dans le 9e arrondissement. Et voilà, avec les constats qu'elle a pu faire pendant sa carrière, avec l'accompagnement des parents en situation de handicap, elle s'est rendue compte vraiment de la nécessité, en fait, de créer une plateforme qui accompagnait d'une part les parents avec des enfants en situation de handicap, c'est-à-dire qu'ils aient un diagnostic ou non. Que les enfants n'ont pas encore de diagnostic, la plateforme qui est composée de plusieurs corps de métier, psychomotriciens, psychologues et éducatrices de jeunes enfants. Alors, on va accompagner les parents un peu dans la recherche de structures pour faire des investigations de diagnostic un peu plus poussées, mais toujours en respectant la temporalité des parents. C'est-à-dire que on va vraiment aller dans leur rythme, dans la découverte des spécificités de leur enfant. Et lorsqu'il y a déjà un diagnostic, on va parfois les accompagner dans la recherche de structures d'accueil, justement, souvent des crèches, ou bien de professionnels de soins, quand il n'y a pas encore d'institution en place. Mais c'est vrai que d'un point de vue un peu plus méta, j'ai envie de dire, on les accompagne aussi vraiment dans la construction de leur parentalité singulière. C'est vrai que être parent, c'est quand même une fonction la plus importante au monde, j'ai presque envie de dire. Et du coup, c'est vrai que c'est une fonction pour laquelle on n'a pas de formation. Et du coup, quand les choses ne se passent pas tout à fait comme on les a imaginées, on va dire que c'est vraiment un challenge supplémentaire. On s'est rendu compte aussi que les parents étaient vraiment dans la petite enfance de leur enfant différent, dans une errance. C'est-à-dire que parfois, il y a beaucoup de listes d'attente dans les structures médico-sociales. Et donc, du coup, les parents se retrouvent à devenir thérapeutes, coordinateurs de soins de leur enfant. Et voilà, on a en tout cas
comme aspiration, je dirais, de faire qu'ils retrouvent un peu cette place de parents auprès de leur enfant aussi. Donc c'est des professionnels que vous mettez finalement en relation avec des parents ou l'inverse finalement. Voilà. Donc je suis parent et soit il y a déjà eu un diagnostic pour mon enfant ou alors rien du tout, mais moi je sens que mon enfant n'est pas entre guillemets comme les autres. Et donc je vais sur cette plateforme et je peux du coup être mis en relation avec des professionnels, avec d'autres parents aussi. Il y a des échanges avec des parents. Voilà, on a aussi des groupes de parole entre parents. Voilà, on organise des rencontres entre parents au sein de nos locaux. On travaille aussi beaucoup sur la fratrie, c'est-à-dire les frères et sœurs d'enfants différents, voilà, avec lesquels on mène des groupes de parole, parfois avec des médias pour favoriser un petit peu le dialogue. Et cette plateforme, elle est ouverte à tous. Est-ce que tous les parents qui sont face à beaucoup de questions ou à la recherche justement de professionnels peuvent s'inscrire? Comment ça fonctionne en fait du côté pratique pour un parent? Absolument. Donc c'est une plateforme qui est complètement gratuite. Donc on accueille des parents avec des enfants de l'âge de 0 à n'importe quel âge d'ailleurs. À partir du moment où on accompagne les enfants, on les accompagne voilà, jusqu'à ce que les parents décident que voilà, pour eux, leur chemin avec nous est terminé. Et comment vous faites pour faire venir les professionnels justement sur la plateforme? Quel a été le cheminement ou le travail? Est-ce que les professionnels vont volontiers sur des outils comme ça numériques finalement pour échanger de manière virtuelle avec des parents? Comment vous avez pu approcher ces professionnels ou les sélectionner? Quelle a été votre démarche? Alors du coup justement on a cette mission avec les parents d'accompagnement à la parentalité, mais également avec les professionnels de la petite enfance. C'est-à-dire que parfois, c'est des structures, donc on travaille crescendo, ça c'était à l'origine, mais maintenant on s'est ouvert aussi à d'autres crèches associatives qui donc font appel à nous, soit voilà, s'ils ont des questionnements sur un enfant qu'ils accompagnent. Du coup, on va aller sur ces structures, on va accompagner les professionnels, je dirais plutôt dans la mise en exergue de leurs compétences. C'est-à-dire qu'on va déconstruire un petit peu les représentations qu'ils peuvent avoir par rapport au handicap ou aux appréhensions qu'ils peuvent avoir autour de l'accueil d'enfants différents. On va faire des groupes de parole, on va beaucoup travailler sur les émotions aussi. Parce que finalement, les compétences, les professionnels les ont, mais c'est parfois les projections qu'ils peuvent avoir justement sur des enfants qui présentent des différences sur lesquelles il faut travailler. On va faire des sensibilisations parfois aussi sur des thèmes un peu plus précis. On s'adapte vraiment aux demandes des professionnels. Et donc les crèches, donc on parlait des crèches crescendo et d'autres qui sont en train de vous rejoindre. Donc ce sont des crèches qu'on peut appeler des crèches inclusives finalement. Est-ce que c'est le bon terme? Alors il y a des crèches inclusives qui accueillent jusqu'à présent, on va dire, 1/3 d'enfants en situation de handicap. Mais il y a aussi des crèches qui accueillent du handicap sans forcément avoir l'agrément. L'agrément permet d'avoir des personnes supplémentaires, mais il y a des crèches voilà, qui accueillent aussi des enfants en situation de handicap sans forcément avoir d'agrément pour, je dirais. Donc cette plateforme, c'est partout en France, où qu'on soit, on peut trouver de l'aide. Et ensuite, est-ce que vous remettez aussi en relation pour trouver la crèche ou la structure, quelle que soit la région, ou est-ce que pour l'instant, vous êtes plus focalisé sur certaines Alors, on aimerait bien. Là, pour l'instant, c'est tout récent. Le projet pilote a eu lieu en 2018 et on a pu avoir des fonds nécessaires pour avoir plus de professionnels depuis janvier 2019. Donc, pour l'instant, on est vraiment cantonné à Paris. D'accord. Parfois, on déborde un petit peu selon les situations, mais pour l'instant, voilà, ça serait à Paris. Après, on a des demandes aussi pour d'autres villes de France. Donc, c'est des projets. C'est des projets. Construction. Donc, recherche de fonds pour pouvoir étendre et offrir ce service, finalement, parce que c'est un service à toutes les régions de France et à toutes les familles et professionnels. C'est ça.
Exactement. Merci beaucoup Tania. Alors on va bientôt conclure et donc je vais vous poser une dernière petite question à toutes avant de passer à la chronique de Chase. Alors on a beaucoup discuté sur l'école inclusive et les progrès qui ont été faits et qu'il y a encore à faire. Donc le chemin est encore long. Juliette, est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne voie ? J'ai envie de rebondir sur quelque chose d'intéressant qu'avait dit Muriel rapidement. C'est que effectivement, il y a quand même beaucoup plus par rapport au handicap. Il y a quand même beaucoup plus de handicaps qui sont reconnus. Je crois que les personnes bénéficiaires de l'AAH ont doublé depuis les années 90, donc l'allocation adulte handicapé. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance qui est vraiment exponentielle de handicap. Et alors, c'est assez, du point de vue de la pédagogie, c'est assez ambigu comme position parce que du coup, en fait, on a à l'heure actuelle des parents d'enfants dits à haut potentiel qui doivent passer par la case MDPH pour avoir des aménagements. Alors voilà, d'un côté, on a les spécificités de certains enfants 10 par exemple ou TDAH qui vont avoir besoin d'aménagements, qu'on prenne en compte leur profil à l'école pour pouvoir grandir correctement, s'épanouir, etc. Et on a par contre un phénomène un petit peu de pathologisation aussi des différences. Alors voilà, il faut à la fois être prudent, à la fois à mon avis prendre en compte la différence, la diversité et vraiment aussi être prudent pour pas pathologiser ce qui parfois peut être juste un profil différent avec des ressources aussi et différentes, intéressantes aussi. Voilà. Muriel, est-ce que vous partagez ? Est-ce que vous souhaitez ajouter Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Oui, alors vous parliez de est-ce que le chemin est long ? Alors quand on part de loin, le chemin est forcément long. Et en répondant à la question, je ne veux pas qu'on oublie les parents. Donc répondre par l'affirmative, ça peut être aussi insupportable. Donc les parents qui se battent quotidiennement pour que les droits qu'ils ont soient reconnus sur le terrain, pour que la place de leur enfant à l'école ne soit pas constamment remise en question, pour qui ça peut être difficile d'entendre la satisfaction du gouvernement sur les progrès accomplis. Tout le monde parle d'inclusion, mais il y a quand même un gros décalage entre justement cet idéal et la réalité qu'ils vivent. Donc oui, on peut considérer qu'on est sur la bonne voie, déjà parce qu'on ne va plus remettre en question qu'il faut assurer l'inclusion, mais on se demande plutôt comment faire. Mais pour reprendre ce que disait Juliette, effectivement, on ne peut pas construire l'école inclusive en se ciblant sur certaines catégories. C'est un projet de société et qui ne vise pas justement uniquement à renforcer les droits des enfants en situation de handicap. Si on prend les choses par le petit bout de la lorgnette, on ne changera pas l'institution scolaire. Et puis, comme je l'ai dit également, c'est une ambition qui demande des moyens humains et financiers. Justement, Tina, avec la plateforme, donc on est déjà vers un process finalement en bonne voie pour la partie crèche, en fait, au niveau inclusion, mais plus loin. Et donc, vous pensez qu'on est aussi sur la bonne voie et qu'on peut aller encore plus loin, bien sûr. Bah oui, et je rebondis aussi à la question que vous aviez posée à Muriel sur les bénéfices aussi pour des enfants neurotypiques de l'inclusion. C'est vrai que nous, on a vraiment cette vision de l'inclusion qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que aussi bien pour l'enfant en situation de handicap qui va avoir du coup une pluralité d'images identificatoires aussi pour lui, pour son développement, son fonctionnement, mais aussi pour des enfants neurotypiques qui, à la crèche, finalement, ne font pas la différence. C'est un peu plus tard où ils vont poser la question. Pour eux, un enfant est avant tout un enfant. Et c'est-à-dire que même s'il a, par exemple, des difficultés motrices, il va aimer le chocolat comme lui, ils vont jouer à la dinette ensemble, et puis l'enfant va aussi se mettre à son niveau. Si par exemple il n'a pas l'usage de ses jambes, il va pouvoir se mettre au sol pour communiquer avec lui. Et pour moi, c'est vraiment aussi œuvrer à l'origine de ces fausses représentations qu'on peut avoir. Et ne pas voir l'enfant différent sous le prisme du handicap, mais tout simplement comme un enfant.
avant tout. Beau message d'espoir. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. C'était passionnant. Et maintenant, je me tourne vers Chase, puisque à chaque épisode, nous avons la joie d'accueillir Chase qui répond à des questions que posent des parents. Donc Chase, vous êtes en charge de la communication à l'école au lycée. Et donc, vous avez cette habitude donc, de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents sur les sujets que nous abordons pendant nos podcasts. Alors, Chase, que font les écoles alternatives pour égaliser les chances des enfants en situation de handicap ? Les écoles alternatives ont pris le pas sur les écoles classiques au niveau de l'inclusion scolaire. Elles ont compris qu'inclure commence par un changement de regard sur ces enfants atypiques qui se sentent marginalisés. L'adulte reconnaît que la différence cognitive est une source de richesse. En apportant la mixité dans les classes, les écoles innovantes créent une dynamique interactive où tous les enfants participent et profitent de la singularité de chacun. Ces écoles ouvertes à tous proposent un environnement scolaire adapté aux besoins de chaque enfant. Cet accueil individualisé permet aux enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers de vivre une expérience scolaire positive et de découvrir la voie de la confiance. Est-ce qu'on peut dire alors qu'une école alternative va accompagner beaucoup mieux un enfant à besoin particulier ? Oui, absolument. Dans les écoles alternatives, l'adulte cherche à comprendre la personnalité de chaque enfant et crée un climat d'empathie, de respect et de non-jugement. Au lieu de se focaliser sur les faiblesses de l'enfant, on lui laisse le temps et la liberté de découvrir toutes ses ressources intérieures, ses forces et ses talents. La différenciation pédagogique, la liberté d'apprentissage, l'écoute positive et la mixité permettent aux enfants atypiques de vivre des expériences riches et stimulantes, comme tous les autres enfants de leur âge. Ces modèles d'école pleinement inclusives montrent que les handicaps n'empêchent pas les enfants d'apprendre et qu'apprendre leur permet de vivre mieux, plus heureux, d'optimiser leur potentiel et de les faire gagner en autonomie et en confort de vie. Dernière question, Chase. Quel impact peut avoir la présence d'enfants atypiques dans une classe ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes en situation de handicap ne retardent pas la classe. Un rapport sur la qualité de vie à l'école des enfants en situation de handicap montre que l'inclusion scolaire a des effets positifs sur le bien-être des enfants. Cette analyse réalisée en Europe, aux États-Unis et au Canada conclut que plus les élèves sont scolarisés en classe ordinaire, plus leurs notes en langue et maths sont élevées. Les résultats montrent aussi que le contact régulier avec les enfants atypiques diminue les préjugés dans la classe et augmente les comportements d'entraide et de tolérance envers leurs camarades. Les enfants en situation de handicap n'ont pas besoin d'un espace isolé, mais simplement d'un lieu plus malléable, totalement dédié à leurs compétences multiples et infinies, qui leur permet d'être bien ancrés dans la société dont ils font partie. Merci Chase. Alors, merci à nos trois invités, donc Juliette, Muriel et Tania. Est-ce que vous souhaitez nous faire part peut-être de votre actualité, si vous avez des conférences à venir, des informations que vous souhaitez nous communiquer, un nouveau livre, Juliette ? Pas encore, il y a plusieurs en cours, mais pas encore. Une thèse, oui. Non, après on peut suivre aussi mon actualité sur ma page Facebook personnelle, donc Juliette Speranza, et puis aussi celle de mon association, la Neurodiversité France. Voilà. Merci Juliette. Muriel ? Alors l'actualité de l'INSHEA, et bon là je ne veux pas oublier certains collègues, donc je vais juste citer deux projets. On a là une chaire handicap, éducation et numérique qui est en train de se créer avec à la fin du mois un premier hackathon. Et puis, on a, à partir de l'année prochaine, une nouvelle formation, un DU, pour les établissements français à l'étranger. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès justement à ces formations-là. Donc, on crée un DU sur l'école inclusive pour les établissements français à l'étranger. D'accord, merci beaucoup. Tania ? Pas forcément de nouveaux projets, en tout cas tout simplement de continuer notre travail auprès des parents et des professionnels. Et d'aller sur la plateforme. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités d'avoir participé à cette émission. Donc, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre podcast sur le décrochage scolaire.
En attendant, vous retrouvez l'intégralité de cette émission donc sur le site www.école-olysée.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci.